Alors, vous connaissez tous le principe du trou sténopéique. Il permet une amélioration visuelle en cas d'astigmatisme cornéen ou même en cas de presbytie. On parle de profondeur de champ étendue et c'est ce qui nous permet de voir net sur l'image de droite avec un diaphragme fermé en comparaison d'un diaphragme ouvert à gauche. Alors, plusieurs laboratoires ont intégré ce principe, toujours dans le cas de la presbytie. Ça peut être une lentille de contact, ça peut être un implant piggyback ou l'implant Camera. Alors on connaît la tolérance de l'implant Camera qui a été remise en question avec ces fibroses stromales que l'on voyait en post-opératoire. Alors plus récemment, une société a mis en place 7 anneaux de Camera sur un implant, et donc il y a eu un marquage CE avec une indication pour la presbytie et les aberrations cornéennes de haut degré. Alors, vous voyez que les puissances vont de 10 dioptries à 30 dioptries, mais l'incision cornéenne est recommandée de 3,5 mm. La constante A est de 120 microns, et il faut un injecteur dédié pour mettre cet implant. Vous voyez que le trou au milieu fait 1,36 mm, le diamètre extérieur est de 3 mm, avec un implant de 6 mm. Je vous montre la chirurgie. Ici, vous voyez sur des patients qui ont une irrégularité cornéenne. Et on va le voir, une des difficultés, c'est quand même la réalisation de la capsulotomie au travers de cet implant. Et donc, dans certains cas, nous avions réalisé dans la série des capsulotomies postérieures. C'est-à-dire qu'on va ouvrir la capsule postérieure, séparer et repousser avec du viscoélastique la capsule postérieure pour faire un rexis postérieur et permettre ainsi le positionnement de l'implant dans le sac sans avoir recours plus tard à une capsulotomie qui peut être difficile à réaliser, je vais vous le redire. Donc une fois qu'on a fait l'intervention, il faut agrandir l'incision. Ici, c'était à l'occasion d'une ablation d'un implant et donc on avait déjà cette incision et voilà, l'implant est mis dans le sac. Alors, je vous rappelle les travaux de Élodie Callas dans le service. Sur 12 patients, plus de 18 ans, il fallait un cristallin opacifié, une cornée irrégulière, une acuité visuelle corrigée, améliorable au trou sténopéique. Vous avez ici deux groupes. Le groupe 1 avec des opacités cornéennes, vous voyez cicatrice post-traumatique, cicatrice d'ulcère ou de kératite, et des cornées transparentes avec principalement des kératoplasties transfixiantes ou des antécédents de kératotomie radiaire. Aucun patient n'était éligible à une implantation torique. Et vous voyez ici le résultat en post-opératoire avec cet implant sténopéisant. Chez un patient ou chez un autre ici. Les résultats ici sont exprimés en logmar, donc plus ça baisse, mieux c'est. Et on voit qu'il y a une amélioration extrêmement significative chez tous les patients, mais que les patients avec une cornée transparente, c'est-à-dire que les patients après greffe ou kératotomie radiaire avaient une meilleure récupération que ceux qui avaient une cicatrice cornéenne d'ulcère par exemple. Vous voyez 12 patients, 2 se déclaraient moins bien qu'avant l'opération, dont un était déçu, vous voyez qu'il avait 9 dixièmes, il était très mécontent. Vous voyez qu'il a un petit problème pupillaire associé qui est un peu décalé. C'était probablement dû à ça. Aucun changement, mais 9 patients étaient satisfaits de l'amélioration, avec une amélioration de la qualité visuelle et de l'acuité également, avec une régression de la distorsion des images et de la photophobie. Le fond d'œil, il est possible, mais il est un petit peu plus compliqué quand même. L'OCT maculaire ne pose pas de soucis. Ce qui est embêtant, c'est la mesure au réfractomètre automatique, qui est impossible dans la majorité des cas. Et à distance de la chirurgie, la capsulotomie au laser YAG est difficile au centre du trou sténopéique et on est obligé de la faire autour de l'anneau du masque de carbone. D'où la question qu'on peut se poser de la réaliser en paire opératoire éventuellement. Il y a un certain nombre de travaux qui ont été rapportés dans la littérature. Cette étude multicentrique prospective sur 105 patients. Vous voyez qu'un implant a été mis sur l'œil dominé et un implant monofocal sur l'autre. En haut, vous avez les acuités visuelles non corrigées en rose et en vert corrigées. De loin ici, bien, le monofocal est meilleur que l'implant IC8, mais l'implant IC8 a quand même 10 dixièmes, vous voyez. Et en vision intermédiaire, en vision de près,
eh bien, il y a une différence significative avec une meilleure récupération visuelle avec l'implant IC8. Et on retrouve la même chose avec les acuités visuelles corrigées, avec de loin, eh bien, un petit peu mieux avec le monofocal, avec une acuité visuelle à 10 dixièmes dans les deux cas, et un peu mieux avec l'IC8 dans les deux autres situations. Un article qui avait été publié sur les irrégularités cornéennes, vous voyez kératocone, kératoplastie, kératotomie radiaire, avec une acuité visuelle corrigée de loin qui passe de 4 à 6 dixièmes, et une acuité visuelle non corrigée améliorée de 100% de loin et de 88% en intermédiaire et de près. L'implant était développé à l'origine pour la presbytie, sur un des deux yeux simplement, mais je pense qu'il a un intérêt sur les yeux qui présentent un astigmatisme irrégulier. Il a même été déjà proposé en binoculaire dans certaines séries. Le seul inconvénient, c'est une taille d'incision un peu plus élevée, à 3,5 mm, le fait que la mesure au réfractomètre automatique est plus difficile, tout autant que la capsulotomie. Voilà, je vous remercie de votre attention.